voilà, comme je l'ai dit, plusieurs épisodes sont passés sur mon itinéraire d'un quart de siècle imam en France. Mais quand je suis arrivé à parler de la Paillade, de la mosquée Averroès, c'est la partie la plus dure et la plus riche et la partie la plus mouvementée de mon itinéraire. Parce que je vais découvrir un autre itinéraire, une autre situation, un autre langage, un autre contexte qui est tout à fait différent de ce que j'ai connu à Écaudin ou à Tourcoing ou à Cannes, parce que je suis passé par Cannes, ou à Nîmes. Tous ces villes, on va dire que l'itinéraire, il était stable, il était purement religieux. J'étais dans le cadre de la religion et dans le cadre du parler de l'islam. Et il y a des indices qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'envoie dès le départ. Dès le départ, tu envoies des indices. Allah t'envoie des indices pour qu'il te dise voilà ce qui t'attend. C'est ce qu'on appelle les prémices. Alors, la mosquée Averroès, le premier jour où il va ouvrir une prière de groupe, c'était le vendredi, je crois, 3 septembre 2004. Ou le 4 septembre, tu l'as vérifié. 4 septembre 2004. Le 3 ou le 4, je sais que c'est un vendredi. Ah non. Septembre 2004, le 4 septembre, c'est un vendredi. L'ouverture était précipitée. Elle n'était pas planifiée, ce n'était pas voulu. Normalement, on devrait repousser jusqu'à l'approche du mois de Ramadan. Peut-être vers octobre, à l'approche du Ramadan, on attend que le tapis soit fait, que tout est finalisé dans la mosquée. Mais il est arrivé un événement en Irak qui va précipiter l'ouverture. C'est 2 journalistes français qui vont être kidnappés à Bagdad dans le cadre de leur fonction de journalisme. Et donc le responsable de la mosquée, je crois que ça s'est passé le mercredi ou quelque chose comme ça, donc il a contacté les autorités locaux, que ce soit la préfecture, que ce soit la mairie, et comme quoi il aimerait bien ouvrir et anticiper l'ouverture pour que le premier discours dans cette mosquée soit un appel à la libération de ces 2 journalistes. Et c'est ce serviteur qui aura l'opportunité de faire le premier discours dans cette mosquée. Et je me rappelle, quand il y avait l'adhan, les ouvriers qui installaient le tapis, la moquette, c'est plutôt une moquette de couleur vert bouteille clair, on leur a demandé d'arrêter parce qu'ils étaient en train de travailler d'installer la moquette. On leur a dit qu'il y aura le sermon, qu'il y aura la prière, ils peuvent continuer après. Et c'était le premier discours, il y avait à peu près 200 personnes et 2 femmes qui ont prié ce jour-là, la misanie chez les femmes. C'est tout. Et puis il y avait les journalistes. Et il y avait la déclaration, sachant que j'étais conscient qu'une mosquée à Montpellier, dans un coin perdu par rapport à Bagdad, qu'est-ce qu'elle peut avoir comme impact sur 2 journalistes kidnappés. La chose que craignaient les autorités, même nous les musulmans à l'époque on craignait, et c'était à la mode en Irak, c'est l'exécution. C'est que ces journalistes soient exécutés. C'était à la mode, ils les filmaient et les diffusaient pour terroriser les étrangers, pour leur dire ne venez pas en Irak parce que celui qui va venir, on va le tuer, on va l'égorger. C'était à la mode d'égorger. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'était en 2000, c'était égorger. Et ils le filmaient. C'était horrible. Il filmait le moment où il allait égorger la victime. Et donc, c'est ce qu'ils craignaient les autorités. Alors, j'ai fait ce discours dans lequel je parle de l'islam, la paix, et j'avais cette conscience. Est-ce que mon message va arriver jusqu'à Bagdad? Pour moi, c'est impossible. Mais ce qui m'intéressait le plus, c'est que mon message ait un impact ici en France. Parce qu'il y a une communauté musulmane en France. Et s'il arrive un malheur à ces 2 journalistes, ceux qui vont payer le prix et la facture, c'est qui? C'est nous. J'ai toujours dit le fou, qui est responsable? Sa famille. Et on a des musulmans fous dans la communauté qui font des dégâts, mais c'est nous les musulmans qui encaissent là. Responsable. Tout ce qui s'est passé du terrorisme, qui a encaissé la responsabilité? Qui est en train de payer? C'est nous qui payons aujourd'hui. C'est nous qui payons. Et donc j'ai fait cet appel, il y avait les journalistes, il y avait un courrier qui a été écrit, à l'époque c'était de Villepin,
On a fait notre devoir. Et c'est le moment, et ça a été déclenché, la marche de la mosquée La Payade, la mosquée Averroès, qui est apparu dès le départ que c'est une mosquée qui est politique. Et chaque fois, là, au niveau des médias, à chaque événement, c'était la mosquée qui s'exprimait sur Montpellier, chaque fois. Quand il y avait les événements 2005 de la délinquance, ce qui s'est passé à la Haute-Payade, ce qui s'est passé à travers la France, la délinquance durant les soirs, je crois 2005, il y avait des manifestations et la France est brûlée. On est sorti en manifestation, on est parti de la mosquée jusqu'à la place Saint-Paul, un vendredi. C'est toujours la mosquée La Payade qui avait l'habitude de prendre l'initiative. Quand il s'agit d'un rituel ou d'un événement musulman, les médias viennent à où? Viennent à la Payade. Même Al Jazeera, j'ai oublié de le dire en arabe, Al Jazeera, en 2006, il est venu dans une soirée de mois de Ramadan pour parler de l'islam et du Ramadan. Et Allah subhanahu wa ta'ala, regardez, wallahi, rien n'est planifié, rien. Darraji, le journaliste Darraji, Riyash Darraji, je ne sais pas qui s'appelle comme ça. Il a dit, j'aimerais bien venir et je ne veux pas parler de la rupture du jeûne parce que tous les mosquées ne parlent que de la rupture du jeûne, que ce qu'organisent les musulmans, la rupture du jeûne durant le mois de Ramadan. Mais moi, j'aimerais m'intéresser à autre chose. On lui a dit quoi? J'étais en contact avec lui. Il a dit la conversion. Il nous a donné la date. C'était au mois de septembre 2006. Le Ramadan était au mois de septembre. Il a dit voilà le jour où je vais venir, un samedi. Trouvez-moi des personnes qui veulent se convertir à l'islam. Je dis comment on va te trouver des personnes qui se... Il m'a dit laisse-le, il vient. Il y en a, il n'y en a pas. Et subhanallah, quand Allah veut faire pour toi, vous savez ce soir, 4 filles embrassent l'islam. Un samedi, je me rappelle. 4 filles. Il y a une qui travaillait à Lidl de Selle-Neuve. Et même il est parti la filmer. Quand il nous a contactés, on lui a dit voilà, Al Jazeera veut te filmer, est-ce qu'elle peut? Pour vous dire, cette mosquée, c'était une mosquée médiatisée, que ce soit au niveau de la religion, que ce soit au niveau de la politique. Et ça s'est passé. Et je me rappelle une phrase que j'ai dit l'islam, c'est comme une religion. L'islam comme religion, c'est comme un marchand qui a des produits, mais sauf qu'il n'a pas le bon vendeur. Et c'est notre religion. Notre religion, il a besoin du bon vendeur. La marchandise, elle est bonne, mais on n'a pas les bons représentants de la marchandise. C'était ma déclaration à Al Jazeera. Et ça, c'était en 2006. On a ouvert en 2004. C'est le deuxième Ramadan. Ramadan 2004, Ramadan 2005 et Ramadan 2006. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que même Al Jazeera passe par la mosquée de La Payade. Et donc, c'est une mosquée médiatisée. Même j'ai reçu les journalistes allemands. À un moment, je dis, mais il n'y a pas d'autre mosquée, il n'y a que la mosquée de La Payade pour venir. Ils parlaient de l'islam, le terrorisme. Et c'est une mission qui doit passer en allemand, en Allemagne. Et ma soeur qui est en Allemagne, un soir me rappelle, me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et il y a une traduction. Effectivement, c'est une mission qui est passée en Allemagne. Donc la mosquée de La Payade, c'est une mosquée politisée par excellence et c'est elle qui représentait les musulmans de Montpellier. Chaque événement, qu'il soit politique, qu'il soit religieux, d'actualité, où l'islam doit s'exprimer, c'était la mosquée de La Payade qui est mise en avant. Ça, c'est une qualité, mais c'est un défaut. Là, c'est la qualité, t'es médiatisé. On parle l'imam, à un certain moment, je suis devenu l'imam le plus médiatisé quand j'étais à la mosquée La Payade. Mais où est, c'est une arme à double tranchant. Ce n'est pas une arme qui te sert. Et c'est pour ça que je le dis à beaucoup de frères imams, je dis méfiez-vous, les médias ne sont jamais en notre faveur. Les médias t'utilisent tant que tu dis ce qu'ils veulent entendre. Mais le moment où tu vas exprimer quelque chose qu'ils n'aiment pas, ils vont te boycotter. Et ça, c'est très important. Et ça, je l'ai testé. Parfois, je reste avec un journaliste pendant 1 heure. Question-réponse. Et quand il va passer, un extrait de 20 secondes, 30 secondes. Même là, je me suis rappelé qu'à Nîmes, je suis passé 7 à 8.
un imam canadien qu'on veut expulser de la France. Comment il s'appelle Ferrari. C'est une journaliste. Je suis passé à Sataoui, c'est 20 minutes, ils ont fait un documentaire sur ma personne. C'est la seule chose qui est passée sur Nîmes, la seule fois où j'ai eu un contact avec les journalistes. Pourquoi je dis c'est une arme à double tranchant? Il faut retenir une chose. C'est que ne croyez pas que les médias ils sont libres, ils sont indépendants. Les médias, ils ont une feuille de route. Je me parle des médias officiels. Les médias de l'État, ils ont une feuille de route et ils travaillent dans le cadre de la feuille de route. Et on vient te voir, on te pose des questions, il y a une feuille de route. On veut que tu dises certaines choses. Alors moi, imam, j'ai mes qualités, j'ai mes défauts. Mon défaut, et c'est une qualité, je ne sais pas passer la pommade. Quand ils sont venus me voir une fois, le ramadan durant le mois d'août, ça vous fait quoi? Je dis, ça vous intéresse pas de faire une entrevue en Somalie? Moi ici, j'ai la clim. Et vous me dites le ramadan au mois d'août? Il y a dans des pays où c'est 50 degrés, il n'a pas de clim. Et là, vous devriez vraiment poser la question à ces gens-là qui sont en train de jeûner dans des conditions précaires et difficiles et pourtant ils vont jeûner. Ils n'ont pas passé ma déclaration. Ils ont passé la déclaration de quelqu'un qui était avec moi. Qu'est-ce que vous pensez de Ramadan? Ah, le Ramadan c'est bon, le soir, le harira, la table est garnie, les dates, le makrout. Ils l'ont passé. Ils l'ont passé. C'est lui qui est passé. Mais celui qui a pas là, c'est la critique. Comme qu'il y a pire que nous. Alhamdoulilah, on a la clim, on est bien, on a l'eau, on a le crème glacée, on est bien, alhamdoulilah. On vit l'opulence. Ça n'a pas passé. Mais par contre, celui qui a parlé folkloriquement, folklore, il a parlé de harira, il a parlé de makrout, il a parlé de msemmen, il a parlé du ventre, on le passe. Voilà comment le musulman, il pense. Malheureusement. Alors je vais vous citer, et vous me permettez vite fait, je vais essayer de faire certains événements qui sont intervenus dans le cadre de la mosquée de la Paillade et qui sont très intéressants dans le cadre des cercles interreligieux. J'ai une remarque sur les cercles interreligieux. J'ai commencé à les connaître dans le Nord. Et j'ai remarqué quand on allait dans les cercles, ce n'est jamais nous qui faisions le choix des sujets à discuter ou à débattre. Ce n'est jamais nous. Toujours la liste elle est prête, il te la donne, voilà les sujets qu'on va discuter, comme ça tu prépares. Un jour j'ai placé une remarque, et ça y est, je ne suis plus le bienvenu. C'est quoi la remarque que j'ai placée? Pourquoi on ne participe pas tous collectivement, ensemble, hein, les églises, parce qu'il y avait des protestants, des catholiques, des musulmans, pourquoi on ne participe pas ensemble pour définir les sujets à débattre et que ce soit ces sujets choisis ensemble? Non, il a dit on les reçoit au début de l'année et ça vient d'une autre autorité et c'est elle qui définit les sujets qu'il faut discuter durant de l'année. Donc, c'est-à-dire moi, musulman, je viens débattre avec vous, mais c'est vous qui me définissez la feuille de route, comment discuter avec vous. Et ça, c'est une réalité vécue. Alors, je les ai connus, les cercles interreligieux, l'échange religieux ici à Montpellier. Et on a reçu le bus de l'amitié. Voilà, je me rappelle maintenant. Le bus de l'amitié. Ce bus de l'amitié dans lequel il y a des juifs de France et des musulmans qui font le tour de la France. Et ils font des escales. Ils ont un itinéraire pendant un mois à travers la France. Ils vont visiter certaines villes et ils vont rapprocher les musulmans et les juifs, ce qui est une bonne initiative étant donné qu'on est tous dans le même pays. Et donc on a intérêt à vivre bien ensemble. Moi j'appelle ça le nous. Le bien vivre ensemble, je l'appelle nous. Nous. C'est-à-dire nous, c'est qui? Toi, moi, l'autre, peu importe de ce que tu es, du moment qu'on est dans le même pays. Alors c'était après l'Asr. La maison d'Israël, qui se trouve à Polygone. C'est Polygone. Hein? Antigone, barakallahu fik. C'est là où ils nous ont reçus, on va manger ensemble le soir. Il y avait un grand rabbin avec moi qui s'appelle Selfati, qui était assis à ma gauche, et je ne me rappelle pas de celui qui était à ma droite. Et à un certain moment, ils ont ramené des bouteilles de vin à ce rabbin, et il a commencé à les bénir. Il ramène des bouteilles, il pose sa main, il lit, et il pose les bouteilles. Ils ont posé une à ma gauche et une à ma droite. Parce que pour les juifs, boire l'alcool, ce n'est pas interdit comme nous les musulmans. J'ai interpellé la personne,
Je dis, s'il vous plaît, vous pouvez venir. Je dis, je ne peux pas me permettre de m'asseoir sur une table où il y a du vin. Alors, veuillez retirer ces bouteilles ou me trouver une table où il n'y a pas de vin. Il m'a dit, mais monsieur, on aimerait bien que tu... Je dis, pas de souci, mais retirez-les. Il m'a dit, il y a un souci. Je dis, oui, un souci. Une bouteille de vin là, une bouteille de vin là, je ne peux pas. Ma religion me l'interdit. Ah, il a dit, pas de problème, retirez les bouteilles. Le grand rabbin qui était à côté, il a dit, retirez les grandes bouteilles. Je dis une autre chose, c'est l'heure du Maghreb. Je veux prier. Et il y avait des musulmans avec nous. Il n'y a pas un qui a bougé le doigt. Mais la responsabilité tombe sur moi. J'étais le seul imam qui était présent. Et la responsabilité tombe sur moi. Donc, c'est à moi de le dire, c'est à moi de le faire et c'est à moi de prendre cette initiative. Effectivement, ils m'ont trouvé un local et il y a M. Amni Allah qui m'a rejoint, Tahiri et Hakam Akam. Moi qui m'ont rejoint, on a pris le morbe, on est revenu à nos places. Et le manger, il était halal, il était cuisiné par une femme qui faisait traiteur ici sur Montpellier. C'est elle qui a cuisiné, c'est une femme musulmane. Cet événement, ça ne peut pas passer sans remarque. Il va être noté, une remarque. Et d'ailleurs, le bus de l'amitié, je ne serai jamais invité après. Fini. Ils venaient, mais moi, j'y vais pas. Ils m'ont écarté. Un autre événement qui est apparu, ça c'est toujours dans le cadre de la paillade, il y avait une réunion à la préfecture pour parler de l'Eid Kbir, la fête du sacrifice. On était au-delà de 40 personnes. Le département de l'Hérault, les mosquées du département de l'Hérault pour parler parce que la préfecture veut nous aviser que l'Eid Kbir, il s'approche, l'abattage sauvage, il faut renseigner la communauté, voir les lieux autorisés et voilà qu'est-ce qu'il y en est. Tout un débat et en même temps interpeller la préfecture à trouver une solution. La journée était courte. On a commencé à 2h30. Le Maghreb, je crois, il était à 5h moins 5 ou 5h, quelque chose comme ça. Il était très courte. La réunion a longuement duré. Wallah, il n'y a pas un qui a bougé le doigt pour dire le Maghreb s'approche et on n'a pas prié l'Asr. Et l'Asr ne doit pas être accroché par le Maghreb. Je lève ma main, s'il vous plaît. Il reste une demi-heure, j'ai une urgence. C'est quoi ton urgence, monsieur? Je dois prier l'Asr. Je suis à la préfecture. Je ne dis pas ça pour me vanter. Mais je dis ça parce que je suis imam, il est de mon devoir de marquer cette position. Si les autres ne font pas cette position, c'est monsieur tout le monde. Mais toi, tu es un imam. Tu as la carte grise, imam. Tu portes sur ton dos la religion musulmane. Tu n'as pas le droit de faire semblant de dormir. Et wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il veut te faciliter, je lui dis soit que je sors prier et je reviens, ou soit que vous me trouvez un local. Alors il est parti, il est revenu, je dis, et je dois me faire mes ablutions. Il y a une seule personne qui m'a suivi, une seule, qui a osé dire, moi aussi je veux prier. Il s'appelle Bachir Gassa. Je me rappelle de ce jeune, il est venu avec moi de la mosquée de la Paillade. C'est le seul. Les autres, vous croyez qu'il y a quelqu'un qui a bougé? Wallah, dans leur cœur et dans leur tête, ils sont en train de dire, il est en train de nous embêter ce mec-là. Il est en train de nous mettre dans une mauvaise posture. Wallah, ils n'ont pas bougé. Et je suis parti, j'ai fait mes ablutions, j'ai prié avec Bachir, et en quittant le cabinet, le directeur du cabinet du préfet, c'est là où j'ai prié. Peut-être que c'est le seul imam dans l'histoire de la France qui a prié dans le cabinet du directeur du préfet, à Montpellier. Et il m'a dit, j'ai fait une boulette, il ne fallait pas que je te laisse prier, on m'a grondé. Et je dis, c'est fait, moi je vous ai dit, soit que vous me trouvez une place pour prier, soit que je sors et je reviens. Et moi et Gassa, on a prié et j'ai fait mes ablutions dans le cabinet. Et tout ça, je le raconte dans le cadre de mon itinéraire, un quart de siècle et plus imam. C'est un témoignage que je dois apporter. Je ne dis pas, je vous le répète, wallah, ce n'est pas ni pour se vanter ni rien du tout. Mais tout ça, vous savez, qu'est-ce qu'il en découle comme conséquence? Il en découle, on est dans une société de profil. L'Occident est une société de profil, c'est-à-dire, toi, tu es un profil, moi, je suis un profil. Nos enfants, tu vois, nos enfants à l'école, c'est un profil. Qu'ils soient musulmans, qu'ils soient... C'est la société, on fait le profilage. Un enfant, vous voyez, le carnet de correspondance, son carnet... Un enfant, on le suit de son enfance jusqu'à ce qu'il arrive à l'université. Ils savent tout sur lui, comment il s'est comporté à l'école, quand il était dans le primaire, quand il était dans le secondaire, quand il était au lycée. On est dans une société de profilage. Moi, j'ai subi le profil. Il y a un profil qui se fait. Cet imam, il ne pense pas à son intérêt personnel.
Et on aime les personnes qui pensent à leurs intérêts. Ces gens-là, on travaille avec eux. Parce qu'ils sont prêts à tout. Parce que c'est l'intérêt. Si vous savez, c'est quoi l'intérêt personnel? Ah, j'ai besoin d'un document, j'ai besoin d'un appartement, j'ai besoin... Ah, il pense qu'à son intérêt personnel. Mais quand tu es responsable dans une communauté, la communauté a besoin, la communauté a besoin, la communauté a besoin. Tu ne rentres pas dans le profil de celui qui va nous servir. Tu es dans le profil de celui qui sert l'intérêt de sa communauté. Et parfois, l'État a besoin de quelqu'un qui sert l'intérêt. En l'occurrence, si je peux citer un exemple, Chalgoumi. Il sert l'intérêt de l'autre côté, pas l'intérêt de là. Dans ses déclarations, dans toutes ses positions, il sert l'autre intérêt. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.